Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire. La tempête s'abattit sur le centre médical de Tidaven tel un poing furieux, secouant les fenêtres et projetant la pluie en trombes violentes contre les vitres. Amara Johnson s'agrippa aux barres métalliques de son lit d'hôpital, les jointures blanchies, alors qu'une autre contraction lui déchirait le corps avec la fureur de la tempête extérieure. Nathan, halta-t-elle, la sueur perlant sur sa peau foncée tandis qu'elle cherchait son mari du regard dans la salle d'accouchement. Nathan, je t'en prie. Mais Nathan Carter faisait les 100 pas près de la fenêtre, son téléphone portable collé à l'oreille, la voix réduite à un murmure sec alors qu'il menait ce qui ressemblait à un appel professionnel. Amara n'en revenait pas. Elle était là, en train de mettre leur enfant au monde pendant la pire tempête depuis des décennies, et lui, il parlait de transactions immobilières. Nathan, la voix d'Amara se brisa tandis qu'une autre vague de douleur déferlait sur elle. Le bébé arrivait vite, trop vite, et l'hôpital était en plein chaos. La tempête avait coupé l'électricité dans la moitié du bâtiment et les générateurs de secours peinaient. Les infirmières couraient de chambre en chambre, le visage tendu par l'épuisement. Le docteur Elena Ruiz apparut au chevet d'Amara, l'expression sombre. « Amara, nous devons nous préparer pour une éventuelle césarienne. » Le rythme cardiaque du bébé chute, et avec ses complications. « Quoi ?» Nathan se retourna brusquement, le visage pâle. « Une opération ? Mais je pensais que ce serait rapide et facile. J'ai une réunion demain matin avec le superviseur du district. Votre femme a besoin de vous maintenant, monsieur, dit fermement le docteur Ruiz. C'est sérieux. Les yeux de Nathan firent la navette entre Amara et son téléphone, qui vibrait sans cesse. Je dois prendre cet appel. C'est important. L'agence est sur le point de conclure une grosse affaire. Et si je ne le fais pas ? Plus important que ton enfant ? La voix d'Amara n'était qu'un murmure, mais elle trancha l'air de la pièce comme une lame. Une autre contraction la frappa, si intense qu'Amara poussa un cri, son corps se cambrant sur le lit. Les lumières vacillèrent, et quelque part au loin, elle entendit les sirènes des véhicules d'urgence luttant contre la tempête. « Je ne peux pas faire ça », marmonna Nathan, passant ses mains dans ses cheveux. « C'est trop. Le sang, les cris, le chaos. J'ai besoin d'air. Je dois vérifier la voiture, m'assurer qu'elle n'est pas endommagée par l'inondation. » Nathan n'ose même pas, commença Amara. Mais il reculait déjà vers la porte. « Je reviens tout de suite, mentit-il, ses yeux refusant de croiser les siens. Je dois juste déplacer la voiture sur les hauteurs. Cette inondation pourrait abîmer la peinture. Et je viens de faire le dernier paiement. » Et puis il disparut, fuyant dans la tempête comme le lâche qu'il avait toujours été, laissant Amara seule au moment le plus terrifiant de sa vie. Amara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, pas seulement son cœur, mais son esprit. L'homme qui avait promis de l'aimer dans la maladie comme dans la santé, qui avait juré de la protéger et de la chérir, l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. La douleur de sa trahison était plus vive que n'importe quelle contraction. « Madame Johnson, j'ai besoin que vous vous concentriez sur moi, » dit le docteur Ruiz, mais sa voix semblait venir de très loin. « Le bébé est en détresse, et nous devons. » Les portes de la salle d'accouchement s'ouvrirent à la volée dans un fracas qui résonna dans le chaos. Amara s'attendait à voir Nathan revenir avec une excuse pathétique, mais à la place, un grand inconnu entra d'un pas décidé dans la pièce, ses cheveux sombres dégoulinant de pluie, son costume coûteux trempé. Lucas Sterling était à l'hôpital pour une toute autre raison. Le générateur d'urgence de sa société de logistique était tombé en panne pendant la tempête, et il avait personnellement conduit l'équipement de secours à travers les rues inondées. Mais quand il avait entendu le cri d'une femme mêlée de douleur et de terreur, quelque chose de primal en lui avait répondu. Il avait vu Nathan Carter dans le parking, cherchant ses clés de voiture en marmonnant à propos de ses sièges en cuir ruinés, tandis que sa femme hurlait en plein travail à l'étage. Ce spectacle avait profondément dégoûté Lucas. Maintenant, debout sur le seuil de la salle d'accouchement, Lucas vit Amara, belle, vulnérable, et totalement seule. Ses yeux sombres étaient écarquillés de peur et de douleur, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle affrontait le moment le plus important de sa vie sans l'homme qui aurait dû lui tenir la main. Lucas n'hésita pas. Il traversa la pièce en 3 enjambées rapides, sa présence imposante malgré le chaos ambiant. Les infirmières parurent surprises,
mais quelque chose dans son autorité calme les fit s'écarter. « Madame, dit-il, sa voix profonde coupant à travers la panique d'Amara comme le faisceau d'un phare dans le brouillard. Il tendit la main vers sa main tremblante et l'enveloppa des siennes. Ses mains étaient fortes, calleuses après des années de travail sur les docks malgré sa fortune, et étonnamment douces. Amara leva les yeux vers des yeux bleus océan qui ne contenaient aucune pitié, seulement une détermination féroce et une tendresse inattendue. « Vous êtes à moi maintenant, dit Lucas, sa voix basse mais absolument certaine. Je ne vous laisserai pas. Les mots frappèrent Amara comme une onde de choc. Ce n'était pas une question, ni une demande. C'était une déclaration. Cet étranger, cet homme qu'elle n'avait jamais vu, la revendiquait à son heure la plus sombre avec une conviction qui lui coupa le souffle. « Je ne vous connais même pas, murmura Amara. Mais elle ne retira pas sa main. Quelque chose dans sa présence la faisait se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Vous me connaîtrez, répondit simplement Lucas. Il se tourna vers le docteur Ruiz sans lâcher la main d'Amara. De quoi a-t-elle besoin? Monsieur, vous ne pouvez pas simplement, commença le médecin. Elle est seule, dit Lucas, son ton n'admettant aucune discussion. Son mari s'est enfui. Je reste. De quoi a-t-elle besoin? Le docteur Ruiz les regarda tour à tour, constatant le soulagement évident d'Amara d'avoir du soutien et la détermination inébranlable de Lucas. Nous devons faire naître ce bébé en toute sécurité. La tempête a tout compliqué. Lucas hocha la tête et se tourna vers Amara, son pouce caressant doucement ses jointures. Dites-moi votre nom. Amara, réussit-elle à dire entre deux respirations. Amara Johnson. Amara, répéta-t-il, et la façon dont il le dit ressemblait à une prière. Je m'appelle Lucas, et je vais rester ici avec vous jusqu'à ce que votre bébé soit en sécurité dans vos bras. Une autre contraction la saisit. Amara serra la main de Lucas si fort qu'elle était sûre de lui faire mal. Mais il ne broncha jamais, ne se retira pas. Au contraire, il se pencha plus près, sa voix stable et calme. Respirez avec moi, ordonna-t-il. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Comme pour affronter une tempête en mer. On ne combat pas les vagues, on bouge avec elles. Amara se surprit à suivre sa respiration, sa présence calme parvenant à apaiser sa panique. Dehors, le tonnerre gronda et un éclair déchira le ciel. Mais à l'intérieur de cette petite bulle, elle se sentait ancrée par la force inattendue de cet étranger. C'est bien, murmura Lucas alors que la contraction refluait. Vous êtes incroyable. Si forte. Pourquoi faites-vous ça? Demanda Amara, cherchant sur son visage un signe d'arrière-pensée. D'après son expérience, les hommes comme lui riches, puissants, terriblement séduisants ne sauvaient pas les femmes en détresse par pure bonté de cœur. Lucas resta silencieux un moment, ses yeux bleus songeurs. Parce que tout le monde mérite que quelqu'un se batte pour eux quand ils ne peuvent plus se battre eux-mêmes, dit-il enfin. Et parce qu'aucune femme ne devrait affronter seule la venue au monde d'un enfant. Le docteur Ruiz apparut de nouveau à leur côté. Amara, nous devons pousser. Le bébé est prêt, et nous ne pouvons plus attendre. La terreur submergea à nouveau Amara. Elle n'était pas prête. Comment pouvait-elle faire ça sans Nathan? Comment pouvait-elle faire confiance à cet inconnu surgi de nulle part, tel un ange gardien? Mais les mains de Lucas se resserrèrent autour des siennes, sa voix absolument certaine. Vous pouvez le faire, Amara. Je crois en vous, totalement. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle le crut. L'heure suivante passa dans un brouillard de douleur, de détermination et de la présence indéfectible de Lucas. Il ne la quitta jamais, ne montra jamais de dégoût ou de gêne face à la réalité crue de l'accouchement. Quand elle avait besoin de serrer quelque chose, il offrait ses mains. Quand elle avait besoin d'encouragement, il les lui donnait sans hésitation. On voit la tête, annonça le docteur Ruiz. Encore une poussée, Amara. Une de plus. Amara rassembla chaque once de force qui lui restait, la voix de Lucas à son oreille l'exhortant, et poussa de toutes ses forces. La pièce explosa d'activité alors que sa fille glissait au monde, minuscule, parfaite, et absolument magnifique. Elle est parfaite, souffla Lucas. Et Amara réalisa qu'il pleurait. Cet homme fort et imposant était ému aux larmes par la vue de son enfant. Alors que l'équipe médicale nettoyait et examinait le bébé, Lucas lâcha enfin les mains d'Amara pour écarter les cheveux humides de son front. Vous l'avez fait, dit-il doucement. Vous êtes la femme la plus incroyable que j'ai jamais vue.
Amara le dévisagea, cet étranger qui était resté quand son mari avait fui, qui lui avait donné de la force quand elle n'en avait plus. Dehors, la tempête se calmait, mais dans cette pièce, tout avait changé à jamais. Chapitre 2, le refuge. 3 jours après un miracle, la réalité a une façon cruelle de s'abattre sur vous comme de l'eau glacée sur le visage d'un rêveur, brisant chaque espoir que vous aviez osé nourrir. Amara Johnson se tenait sur le seuil de son petit appartement, bébé Lila dormant paisiblement dans son siège auto, et regardait la note scotchée sur son réfrigérateur. L'écriture de Nathan était aussi négligée que tout le reste chez lui, mais le message était limpide. Il avait vidé leur compte joint et avait disparu. « Fils de pute », murmura-t-elle, avant de se sentir immédiatement coupable d'avoir juré devant sa fille nouveau-née. Mais comment appeler autrement un homme qui avait abandonné sa femme pendant l'accouchement puis l'avait volée pendant qu'elle se remettait à l'hôpital? L'appartement semblait plus petit et plus minable que jamais. Les meubles d'occasion qui avaient paru confortables lorsque Nathan contribuait au loyer semblaient maintenant pathétiques dans la dure lumière de l'après-midi. Des factures étaient éparpillées sur la table de la cuisine comme des feuilles mortes, frais d'hôpital, loyer, services publics. Toutes réclamant de l'argent qu'elle n'avait pas. Les mains d'Amara tremblaient en ouvrant le réfrigérateur, n'y trouvant qu'une brique de lait périmée depuis 3 jours et des restes de chinois à l'odeur douteuse. Elle avait peut-être $40 dans son portefeuille, une carte de crédit au maximum de sa limite, et un bébé qui aurait bientôt besoin de les materniser car l'allaitement ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle l'espérait. « Qu'est-ce que je vais faire, ma puce » murmura-t-elle à Lila, qui s'agita légèrement mais resta béatement inconsciente que son monde venait de s'effondrer. On frappa à la porte, faisant sursauter Amara. À travers le Judas, elle vit son amie et collègue, Sienna Brox, tenant ce qui ressemblait à un plat à gratin et arborant une expression d'optimisme déterminé. « Je sais que tu es là, Amara Johnson », cria Sienna à travers la porte. « Et j'ai apporté à manger, alors tu ferais mieux de m'ouvrir avant que je ne mange toutes ces lasagnes moi-même. » Malgré tout, Amara se surprit à sourire en ouvrant la porte. Sienna Brox était une force de la nature, une petite femme aux cheveux auburn parsemés de mèches argentées et à l'attitude pragmatique qui faisait d'elle l'une des meilleures infirmières pédiatriques du Tidaven Medical Center. Elle était aussi ce qu'Amara avait de plus proche d'une famille dans cette ville. « Tu as une mine affreuse », annonça Sienna en la bousculant pour entrer dans l'appartement. « C'est quand la dernière fois que tu as mangé quelque chose qui ne sortait pas d'un distributeur automatique ? » « Contente de te voir aussi, Amara, » répondit-elle. Mais elle était reconnaissante du confort familier de l'affection bourrue de Sienna. « Je vais bien, vraiment, juste fatiguée. » Sienna posa le plat sur le comptoir et se tourna pour étudier Amara avec des yeux experts. « Ma chérie, je suis infirmière depuis 23 ans. Je peux repérer l'épuisement, la malnutrition et le désespoir depuis l'autre bout du parking. Maintenant, où est cet incapable de mari qui te sert de mari ?» Le sang-froid d'Amara vola en éclats. Toute l'histoire déferla, l'abandon de Nathan, le compte en banque vide, les factures qui s'accumulaient. Sienna écouta sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque révélation. « Cet invertébré de salaud », dit finalement Sienna quand Amara eut terminé. « J'aurais dû savoir qu'il ferait un coup pareil. Tu te souviens quand tu avais les nausées matinales et qu'il se plaignait de devoir se faire son propre café. Je ne sais pas ce que je vais faire, admit Amara, s'effondrant sur l'une de ses chaises de cuisine dépareillées. Je ne peux pas retourner au travail avant au moins 6 semaines, et même alors, la garderie coûte presque autant que ce que je gagne, le loyer est dû dans 5 jours, et je n'ai même pas assez d'argent pour les materniser. » Sienna resta silencieuse un moment, puis son visage s'illumina d'une inspiration soudaine. « Et cet homme, celui qui est resté avec toi pendant l'accouchement ?» Amara sentit ses joues s'empourprer à se souvenir. Lucas Sterling avait été le rayon de soleil dans la pire nuit de sa vie, mais elle essayait de ne pas trop penser à lui. Les hommes comme lui ne s'impliquaient pas avec des femmes comme elle au-delà d'un simple acte de galanterie. « Quoi, lui » demanda Amara prudemment. « Ne joue pas les idiotes avec moi. Tout le service de maternité en parle encore. Un magnate de la logistique millionnaire qui livre personnellement du matériel pendant la tempête, puis reste pour aider à accoucher un bébé. Ce n'est pas un comportement normal, ma chérie. C'est un homme qui a été touché par quelque chose de spécial. Il a juste été gentil, protesta Amara. Il a vu quelqu'un en difficulté et il a aidé. C'est tout. C'est tout ? Sienna haussa un sourcil. Amara, je travaille dans cet hôpital depuis plus de 2 décennies. J'ai vu beaucoup de gestes aimables. Ce que j'ai vu dans cette salle d'accouchement, c'était tout autre chose.
Cet homme te regardait comme si tu avais décroché la lune. Amara secoua la tête. Tu t'imagines des choses. Il ne se souvient probablement même pas de mon nom. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, dit Sienna avec le genre de sourire qui présageait généralement des ennuis. Tu vas te traîner jusqu'à son bureau maritime chic et tu vas le remercier comme il se doit. Prends le bébé. Les hommes comme ça adorent les bébés. Et qui sait, peut-être qu'il a des relations. Il pourrait t'aider à trouver du travail. Je ne peux pas débarquer à son bureau avec mon bébé comme si j'étais une œuvre de charité, dit Amara, horrifiée par la suggestion. Pourquoi pas? Tu ne demandes pas la charité. Tu remercies quelqu'un qui s'est surpassé pour t'aider. Il y a une différence. Avant qu'Amara ne puisse protester davantage, Lila commença à s'agiter dans son siège auto. Amara souleva sa fille, s'émerveillant à nouveau de sa perfection. 10 doigts minuscules, 10 orteils minuscules, et les plus beaux yeux sombres qu'elle ait jamais vus. Pour cette petite fille, elle ravalerait sa fierté et ferait tout ce qui était nécessaire. Tu as peut-être raison, dit Amara lentement. Je devrais le remercier convenablement. 1 heure plus tard, Amara se retrouvait devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui abritait Sterling Maritime. L'entreprise occupait les 3 derniers étages de l'immeuble de bureau le plus cher de Tidaven, avec une vue panoramique sur le port où des yachts d'1 million de dollars côtoyaient des bateaux de pêche. Amara se sentit cruellement consciente de son jean d'occasion et de son pull usé en entrant dans le hall de marbre. La réceptionniste, une femme parfaitement entretenue qui dépensait probablement plus pour sa manucure qu'Amara en course, leva les yeux avec un intérêt poli mais froid. « Je suis ici pour voir Monsieur Sterling, » dit Amara, essayant de projeter plus de confiance qu'elle n'en ressentait. « Je m'appelle Amara Johnson. »« Avez-vous rendez-vous » demanda la réceptionniste, bien que son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. « Non, mais... Monsieur Sterling est extrêmement occupé. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, je peux vérifier ses disponibilités pour le mois prochain. » Le cœur d'Amara se serra. Bien sûr, ce ne serait pas si simple. Elle était sur le point de faire demi-tour lorsqu'une voix familière l'appela. Amara. Elle se retourna pour voir Lucas Sterling sortir d'un ascenseur privé, et son souffle se coupa. À l'hôpital, elle avait été trop concentrée sur sa survie pour vraiment réaliser à quel point il était séduisant. Maintenant, en le voyant dans son élément, dans un costume anthracite parfaitement coupé qui coûtait probablement plus cher que son salaire mensuel, ses cheveux sombres coiffés mais pas trop, ses yeux bleus saisissants fixés entièrement sur elle, elle se sentit soudain prise de vertige. « Je pensais bien que c'était vous, » dit-il, traversant le hall d'un pas rapide et assuré. « Comment allez-vous? Comment va le bébé ?» Les sourcils de la réceptionniste montèrent presque jusqu'à la racine de ses cheveux, clairement choquée que non seulement son patron connaisse cette femme habillée de façon décontractée, mais qu'il semble aussi sincèrement heureux de la voir. « Nous allons bien toutes les deux, » réussit à dire Amara, très consciente qu'elle rougissait. « Je voulais juste vous remercier convenablement pour ce que vous avez fait. Je sais que vous n'étiez pas obligé. Puis-je » Lucas fit un geste vers Lila, qui était éveillée et alerte dans son porte-bébé. Amara hocha la tête, et Lucas souleva doucement le bébé, sa grande main étonnamment douce alors qu'il la berçait contre sa poitrine. Lila étudia son visage avec une concentration sérieuse, puis décida apparemment qu'il passait l'inspection car elle émit un petit son satisfait. « Elle est magnifique, » dit Lucas doucement, et quelque chose dans sa voix serra la poitrine d'Amara. « Absolument parfaite. »« Comment s'appelle-t-elle » ?»« Lila, » répondit Amara. « Cela signifie nuit des fleurs épanouies. » « Ça lui va bien. » Lucas leva les yeux du bébé pour rencontrer ceux d'Amara. « Elle ressemble à sa mère. » Le compliment frappa Amara de manière inattendue, la faisant se sentir fébrile et troublée. Elle n'avait pas l'habitude que les hommes la regardent comme Lucas la regardait maintenant, comme si elle était quelque chose de précieux et digne de protection. « Merci, » dit-elle doucement, « pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas. » Vous vous en seriez sorti, l'interrompit doucement Lucas. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Mais je suis heureux d'avoir pu être là. Ils restèrent là un moment, formant un étrange tableau familial au milieu du hall animé. Amara sentait des regards curieux sur eux, mais Lucas semblait inconscient de l'attention. Il était complètement concentré sur elle et Lila, comme si rien d'autre au monde n'importait. « Écoutez, » dit soudain Lucas, comme s'il venait de prendre une décision. « Je sais que cela peut sembler présomptueux, mais j'aurais besoin d'aide. Mon assistante personnelle vient de démissionner pour se marier,
et je suis submergé de travail administratif. Vous avez mentionné à l'hôpital que vous aviez une formation commerciale avant de devenir infirmière. Envisageriez-vous de travailler pour moi? Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Quoi? Le travail consisterait à gérer mon emploi du temps, à traiter ma correspondance, à organiser mes affaires personnelles. C'est un travail légitime, bien payé, et suffisamment flexible pour que vous puissiez amener Lila avec vous au besoin. La voix de Lucas était neutre, mais ses yeux étaient intenses. J'ai aussi un petit cottage sur ma propriété qui est actuellement vide. Vous pourriez y vivre, cela ferait partie de la rémunération. Amara le dévisagea, se demandant si elle hallucinait. Vous m'offrez un travail et un endroit où vivre, mais vous me connaissez à peine. J'en sais assez, dit simplement Lucas. Je sais que vous êtes intelligente, organisée et pleine de ressources. Je sais que vous êtes une mère dévouée qui ferait n'importe quoi pour protéger son enfant. Et je sais que vous êtes trop fière pour accepter la charité, c'est pourquoi je vous offre un emploi, pas une aumône. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, dit Amara, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Lucas resta silencieux un long moment, ses yeux ne quittant jamais les siens. Parce qu'il y a 3 jours, je vous ai regardé mettre au monde un enfant avec plus de courage et de grâce que je n'en ai jamais vu. Parce que vous méritez mieux que la situation qui vous a conduite à mon bureau aujourd'hui. Et parce que, il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin, point parce que je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis cette nuit. L'aveu resta suspendu entre eux comme un pont qu'aucun n'était tout à fait prêt à traverser. Amara sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine en assimilant ces paroles. Cela ne pouvait pas être réel. Ce genre de choses n'arrivait pas aux femmes comme elle. Ce n'est pas de la charité, continua Lucas, sa voix douce mais ferme. C'est moi qui offre un travail à quelqu'un que je crois capable de bien le faire. Le cottage fait partie du poste. Vous me rendriez service en acceptant. Amara baissa les yeux sur Lila, qui était toujours blottie avec contentement dans les bras de Lucas. Sa fille méritait la sécurité, un avenir. Sa fierté était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied, dit-elle doucement. Lucas sourit, et la chaleur de ce sourire fit faiblir les genoux d'Amara. Juste jusqu'à ce que vous soyez prête pour la suite. Chapitre 3, apprendre à faire confiance. 6 semaines peuvent tout transformer, surtout lorsque vous découvrez que les contes de fées peuvent exister dans les recoins les plus inattendus de votre monde brisé. Amara Johnson se tenait. Note, la suite du chapitre 3, ainsi que les chapitres 4 et 5, n'étaient pas inclus dans votre demande de traduction initiale. Si vous souhaitez que je traduise ces chapitres également, veuillez me les fournir, et encore moins détruire la vie de quelqu'un. Amara signa le reçu d'une main tremblante, sachant déjà ce qu'il contenait avant même de le déchirer dans l'intimité de la cuisine de son cottage. Requête pour une audience de garde d'urgence, lut-elle à haute voix, sa voix sonnant creux dans le silence soudain. Carter contre Johnson. Les documents détaillaient les affirmations de Nathan dans un langage froid et clinique qui retourna l'estomac d'Amara. Il se dépeignait comme un homme repenti qui avait fait des erreurs mais était maintenant prêt à assumer ses responsabilités envers sa fille. Pendant ce temps, Amara était dépeinte comme une femme instable qui s'était installée chez un homme riche quelques semaines seulement après avoir accouché, créant un environnement inapproprié et potentiellement dangereux pour une enfant innocente. Le pire, c'est que certains éléments semblaient presque plausibles, sortis de leur contexte. Oui, elle vivait sur la propriété de Lucas. Oui, leur relation avait évolué rapidement. Oui, elle dépendait de lui financièrement. Présenter sans l'histoire complète l'abandon de Nathan, la gentillesse de Lucas, l'amour sincère qui était né entre eux, cela pouvait ressembler exactement à ce que Nathan prétendait. Amara fixait encore les papiers lorsque Lucas arriva pour leur café du matin. Jetant un seul regard au visage de sa compagne, il traversa immédiatement la pièce pour la rejoindre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, avant de voir les documents juridiques éparpillés sur la table. Son expression s'assombrit à mesure qu'il lisait, sa mâchoire se crispant à chaque paragraphe. « Une audience d'urgence » dit-il d'un ton sombre. « Il ne perd pas de temps. »« 3 semaines, murmura Amara. 3 semaines pour prouver que je ne suis pas une mère terrible, inapte à élever ma propre enfant. » Lucas la prit dans ses bras, la serrant fort alors qu'elle ravalait ses larmes. « Nous allons nous battre, dit-il fermement. Mes avocats se préparent déjà. Ce n'est que le premier coup de Nathan, pas celui qui lui donnera la victoire. »« Et s'il le croit » demanda Amara, le visage contre la poitrine de Lucas.
Et si le juge pense qu'il a raison? Que je suis une sorte de croqueuse de diamants qui fait passer ses désirs égoïstes avant le bien-être de son enfant. Alors le juge aura tort, dit simplement Lucas. Et nous le prouverons. Le bruit d'une voiture dans l'allée les fit lever les yeux. À travers la fenêtre, Amara vit une élégante Audi noire se garer à côté de la Mercedes de Lucas. Une femme sortit du siège conducteur, grande, blonde, impeccablement vêtue, avec cette élégance naturelle que seul l'argent peut acheter. Qui est-ce? Demanda Amara, bien que quelque chose dans la démarche assurée de la femme vers le cottage lui noua l'estomac d'angoisse. L'expression de Lucas était devenue soigneusement neutre. Ce doit être Victoria, mon ex-fiancée. Amara sentit le sang quitter son visage. Ton ex-fiancée, celle dont tu as omis de me parler? C'est fini depuis 3 ans, dit rapidement Lucas. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait ici. Victoria frappa à la porte d'un coup sec et autoritaire. Lucas ouvrit, son langage corporel tendu, alors qu'il faisait face à la femme qui avait autrefois prévu de l'épouser. Bonjour, Lucas, dit Victoria, sa voix cultivée et douce. J'espère que je n'interromps rien d'important. Elle était belle de cette beauté que seul beaucoup d'argent peut créer, des cheveux blonds parfaits dont l'entretien coûtait probablement plus cher que ce qu'Amara gagnait en un mois. Une peau impeccable, des vêtements de marque qui semblaient avoir été faits sur mesure pour son corps, ce qui était probablement le cas. Que veux-tu, Victoria? Demanda Lucas sans l'inviter à entrer. J'ai entendu parler de votre situation, dit Victoria, son regard passant de Lucas à Amara qui se tenait là, Lila dans les bras. Je pensais que vous apprécieriez quelques conseils amicaux. Je n'ai pas besoin de conseils, répliqua froidement Lucas. Peut-être pas vous, mais elle, si. Le sourire de Victoria était acéré comme une lame de rasoir alors qu'elle se concentrait sur Amara. Vous devez être Amara. J'ai tellement entendu parler de vous. Amara releva le menton, refusant d'être intimidée, bien qu'elle se sente complètement dépassée. Que de bonnes choses, j'espère. Victoria laissa échapper un rire, semblable au son d'un cristal précieux qui se brise. Oh, ma chère, je suis sûr que vous êtes charmante. Mais l'amour et la convenance ne sont pas toujours la même chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Amara, bien qu'elle commençait à comprendre exactement ce que cette femme faisait ici. J'étais en Europe ces derniers mois, continua Victoria, entrant dans le cottage sans y avoir été invitée. Mais les nouvelles voyages, même au-delà de l'Atlantique. Lucas Sterling, l'un des célibataires les plus convoités de Tidaven, impliqué avec une femme qui est techniquement toujours mariée à un autre homme, une femme avec un nouveau-né et des problèmes financiers. Le timing est malheureux. Le timing est parfait, dit fermement Lucas, venant se placer à côté d'Amara. Et ma vie privée ne te regarde pas. Bien sûr que si, répliqua Victoria, examinant l'intérieur modeste du cottage avec un dédain à peine voilé. Votre réputation affecte tout le tissu social de cette communauté, et en ce moment, les gens parlent. Laissez-les parler, dit Amara, retrouvant sa voix malgré la peur qui lui griffait la poitrine. Oh, je suis sûr que ça vous plairait, dit Victoria avec une fausse douceur. Mais la réputation de Lucas repose sur plus que de l'argent, ma chère. Elle est bâtie sur la respectabilité, sur des choix appropriés, sur la compréhension des dynamiques sociales qui assurent le fonctionnement de communautés comme celle-ci. Elle se tourna de nouveau vers Lucas, son expression devenant plus sérieuse. Il va y avoir une audience pour la garde. Toute la ville regardera comment cela va se terminer. Veux-tu vraiment être associé à ce genre de drame? Le drame n'a pas été créé par Amara, dit froidement Lucas. Il a été créé par son ex-mari, qui a abandonné sa famille et tente maintenant de manipuler la situation à son propre avantage. Peut-être, dit Victoria, mais les apparences sont terribles. Un homme riche, une mère célibataire pauvre, une bataille pour la garde qui impliquera inévitablement des questions de moralité et de comportement appropriés. Ça va être sordide, Lucas. Très sordide. Amara se sentit mal. Tout ce que Victoria disait faisait écho à ses propres pires craintes sur la façon dont cette situation pourrait être perçue. Que veux-tu, Victoria? Demanda à nouveau Lucas, sa patience s'épuisant visiblement. Je veux aider, dit doucement Victoria. Vous deux. Amara, vous tenez visiblement à Lucas, et vous ne voulez certainement pas voir sa réputation entachée à cause de votre situation. La solution est simple. Prenez du recul. Laissez Lucas subvenir à vos besoins et à ceux de votre fille financièrement, s'il y tient. Mais ne l'entraînez pas dans une bataille publique pour la garde qui pourrait détruire tout ce qu'il a mis tant de temps à construire.
Vous voulez que je le quitte, dit Amara d'une voix plate. Je veux que vous fassiez ce qui est le mieux pour toutes les personnes impliquées, corrigea Victoria, y compris votre fille. Voulez-vous vraiment qu'elle grandisse avec l'ombre de ce scandale planant au-dessus d'elle, avec des gens qui chuchotent toujours sur la façon dont sa mère a piégé un homme riche? Ça suffit, dit sèchement Lucas. Amara ne piège personne, et elle ne va nulle part. Victoria soupira, comme si elle avait affaire à des enfants particulièrement têtus. Lucas, sois raisonnable. Tu connais cette femme depuis quoi, 2 mois? Et pendant ce temps, elle est passée de femme mariée enceinte à mère célibataire divorcée vivant dans ton cottage. La progression est rapide. La progression ne te regarde pas, répliqua Lucas. Tout ce qui te concerne me regarde, dit Victoria, son masque de politesse glissant enfin. Tu crois que 3 ans ensemble n'ont rien signifié? Tu crois que je vais rester les bras croisés à te regarder te détruire pour un simple engouement pour une femme qui a besoin d'être sauvée? Je n'ai pas besoin d'être sauvée, dit doucement Amara. Mais sa voix portait une force d'acier. Et je ne suis pas un engouement. Victoria se tourna vers elle avec une curiosité sincère. Vraiment? Dites-moi, Amara, qu'apportez-vous exactement à cette relation à part des problèmes, à part le besoin de soutien financier et de protection juridique? La question frappa Amara comme un coup physique, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle exprimait les doutes qui murmuraient à l'arrière de son esprit depuis la visite de Nathan. J'apporte de l'amour, dit simplement Amara. J'apporte l'honnêteté et la loyauté, et le genre de dévotion qui ne disparaît pas au moment où les choses deviennent difficiles. Comme c'est rafraîchissant, dit sèchement Victoria. Et que se passera-t-il quand la nouveauté se sera estompée, quand Lucas réalisera que l'amour ne compense pas l'incompatibilité sociale, quand la bataille pour la garde deviendra moche, coûteuse et embarrassante, quand les gens commenceront à l'éviter parce que son association avec vous les met mal à l'aise? Ça n'arrivera pas, dit fermement Lucas. Mais Amara pouvait entendre l'incertitude sous sa confiance. Vraiment, lança Victoria. On parle déjà de toi, Lucas. Les Thompson ont annulé leur invitation à dîner la semaine dernière. Les Wilson ne t'ont pas invité à leur fête d'anniversaire. Les gens observent cette situation, attendant de voir comment elle va évoluer. Amara sentit les murs se refermer sur elle. Elle savait que c'était trop beau pour être vrai, elle savait que les contes de fées n'arrivaient pas aux femmes comme elle. Mais elle s'était quand même permis d'espérer. Et maintenant, cet espoir était systématiquement démantelé par une femme qui savait exactement sur quel bouton appuyer. Je devrais y aller, dit doucement Amara, sa voix à peine audible. Quoi? Lucas se tourna vers elle, choqué. Amara, non. Ne la laisse pas t'atteindre. Elle a raison, dit Amara, des larmes lui brûlant les yeux. Surtout. Le timing, les apparences, la façon dont tout cela doit sembler aux autres. Je vais nuire à ta réputation, à tes affaires, à toute ta vie. Tu ne nuis à rien, dit désespérément Lucas. Victoria ne parle pas au nom de cette communauté, et elle ne parle certainement pas pour moi. Mais Amara pouvait le voir dans ses yeux, les premières graines du doute que Victoria avait plantées. Et elle savait qu'une fois ces graines enracinées, elles grandiraient jusqu'à étouffer tout ce qu'il y avait de beau entre eux. Les lignes de bataille étaient tracées, et Amara commençait à réaliser qu'elle menait peut-être une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. Chapitre 6, dans la tempête. Parfois, la seule façon de découvrir ce pourquoi vous vous battez vraiment est de risquer de tout perdre, y compris votre propre vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Victoria, et Amara avait l'impression d'étouffer. Elle était retournée dans son cottage et avait cessé de travailler pour Lucas, bien qu'elle soit restée sur sa propriété pour le bien de Lila. Elle l'évitait complètement, et Lucas, bien que dévasté, respectait son choix. La distance entre eux ressemblait à un océan qu'aucun ne savait comment traverser. La météo était à l'image de l'humeur d'Amara, grise, oppressante, avec des nuages d'orage qui s'accumulaient à l'horizon comme un présage. Les nouvelles locales avaient mis en garde contre un système de tempête massif approchant de Tidaven, peut-être le pire depuis des décennies. La plupart des habitants se calfeutraient, faisaient des provisions et se préparaient à affronter la tempête. Mais alors qu'Amara se tenait à la fenêtre de son cottage, regardant les premières gouttes de pluie commencer à tomber, son esprit n'était pas tourné vers la météo. Il était tourné vers l'audience de garde prévue pour le lendemain matin. L'avocat de Nathan avait été implacable, la dépeignant comme une mère inapte menant un style de vie immoral. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Lucas avait travaillé sans relâche pour la défendre, mais Amara pouvait voir la tension que cela lui imposait.
Les mots de Victoria résonnaient constamment dans son esprit. Point quand les gens commenceront à l'éviter parce que son association avec vous les met mal à l'aise. Et c'était vrai. Amara avait remarqué la façon dont certains associés de Lucas étaient devenus distants, les invitations qui avaient cessé d'arriver, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle était en train de détruire l'homme qu'elle aimait, et elle ne savait pas comment arrêter cela. Son téléphone vibra. Un texto de Sienna. La tempête s'aggrave. Toi et Lila devriez venir passer la nuit chez moi. Amara baissa les yeux vers Lila, qui dormait paisiblement dans son berceau, inconsciente du chaos qui entourait sa jeune vie. Peut-être que Sienna avait raison. Peut-être serait-il plus sûr de quitter le cottage, de mettre de la distance entre elle et Lucas avant de lui causer plus de tort. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre texto apparut, celui-ci de Mara, la gérante du domaine de Lucas. Amara, je m'inquiète pour Lucas. Il a pris son voilier il y a 1 heure malgré les alertes de tempête. Il ne répond pas à sa radio. Le sang d'Amara se glaça. Elle courut vers la fenêtre donnant sur le port et put à peine distinguer une petite forme sur l'eau agitée à travers les rideaux de pluie. Le voilier de Lucas était là-bas, ballotté par des vagues qui semblaient grossir à chaque minute. Non, 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 murmura Amara, attrapant son téléphone et composant le numéro de Lucas. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya encore et encore, la panique montant dans sa gorge comme de la bile. C'était sa faute. Lucas était là-bas dans cette tempête à cause d'elle, parce qu'elle l'avait repoussé, parce qu'elle avait laissé les paroles empoisonnées de Victoria la convaincre que l'aimer était égoïste, et maintenant il pourrait mourir parce qu'elle avait été trop lâche pour se battre pour ce qu'ils avaient. Amara n'hésita pas. Elle emmitoufla Lila dans son siège auto, attrapa ses clés et courut sous la pluie battante jusqu'à sa voiture. Elle devait se rendre à la marina, elle devait faire quelque chose pour aider à ramener Lucas à la maison. Le port était en plein chaos. Les bateaux des gardes-côtes se préparaient à lancer des opérations de sauvetage, et Amara pouvait voir Mara se coordonner avec les autorités maritimes. Le visage de la femme plus âgée était pâle d'inquiétude lorsqu'elle aperçut Amara courant vers eux avec Lila. Des nouvelles, cria Amara par-dessus le hurlement du vent. Il ne répond pas aux appels radio, cria Amara en retour. Les gardes-côtes sortent pour le chercher, mais par ce temps. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous à quel point les conditions étaient dangereuses. Amara scruta le port, essayant de repérer le bateau de Lucas à travers la tempête, son cœur martelant contre ses côtes. C'est ma faute, dit-elle, les mots emportés par le vent. Quoi? Mara se pencha plus près pour l'entendre. C'est ma faute, répéta Amara plus fort. Il est là-bas à cause de moi, parce que je l'ai évité, parce que j'ai laissé cette Victoria me convaincre que j'étais mauvaise pour lui. L'expression de Mara s'adoucit malgré le chaos ambiant. Chérie, Lucas prend ses propres décisions. Il navigue sur ces eaux depuis qu'il est enfant. Il sait ce qu'il fait. Mais Amara pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de la femme plus âgée, pouvait entendre le doute dans sa voix. La tempête s'intensifiait de minute en minute, et même les marins expérimentés pouvaient être submergés par la fureur de la nature. Un officier des gardes-côtes s'approcha d'eux, le visage sombre. Nous avons repéré un voilier à environ 3 miles au large, mais nous ne pouvons pas dire si c'est le sien. La visibilité est trop mauvaise. Nous lançons un bateau de sauvetage maintenant. Amara regarda le navire des gardes-côtes disparaître dans la tempête, se sentant impuissante et terrifiée. Elle devrait être là-bas avec eux. Elle devrait faire autre chose que de rester sur le quai pendant que l'homme qu'elle aimait se battait pour sa vie. Je dois l'appeler par radio, dit-elle soudain, se tournant vers Mara. Puis-je utiliser la radio maritime dans le bureau de Lucas? Mara hocha la tête, conduisant rapidement Amara et Lila au bâtiment de la capitainerie du port, où Lucas gardait un petit bureau. La radio crépitait de statique et de communication d'urgence, mais Amara parvint à trouver la bonne fréquence. Lucas, c'est Amara, dit-elle dans le microphone, la voix tremblante. Réponds, s'il te plaît. S'il te plaît, rentre à la maison. Statique. Elle essaya à nouveau. Lucas, je sais que tu m'entends. Je sais que tu es en colère et blessé, et je sais que c'est ma faute. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Lila a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Plus de statique, puis faiblement, une voix perça les interférences. Amara. La voix de Lucas était à peine audible par-dessus le bruit de la tempête, mais c'était lui. Lucas, oh Dieu merci.
Ça va? Où es-tu? À environ 2 miles au sud-est du port, répondit-il. Sa voix était tendue. Le bateau prend l'eau, les moteurs sont en panne. J'essaie de revenir à la voile seule, mais le vent. La radio se coupa, ne laissant que de la statique. Amara sentit son monde basculer. Il était en réel danger là-bas, et c'était à cause d'elle, parce qu'elle l'avait repoussé au lieu de se battre pour leur amour. Lucas, appela-t-elle dans la radio. Lucas, tu m'entends? Rien que de la statique pendant plusieurs longues minutes. Et puis sa voix revint. Plus faible cette fois. Amara, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Au cas où. Au cas où je ne reviendrai pas. N'ose même pas, dit férocement Amara. N'ose même pas parler comme ça. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas rentrer auprès de nous. Je t'aime. La voix de Lucas crépita à travers la statique. Je t'aime, toi et Lila, plus que ma propre vie. Je suis sorti parce que je ne supportais pas l'idée de te perdre, de te voir t'éloigner à cause de ce que pensent les autres. Amara pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle agrippait le microphone de la radio. Je t'aime aussi. J'ai été idiote. J'ai laissé Victoria me monter la tête, la laisser me convaincre que je n'étais pas assez bien pour toi. Mais je me fiche de ce que pensent les autres. Je veux juste que tu rentres à la maison. Les gardes-côtes viennent te chercher. Elle continua. Accroche-toi. S'il te plaît, accroche-toi. Amara. La voix de Lucas devenait de plus en plus faible. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu saches que ces derniers mois avec toi et Lila ont été les meilleurs de ma vie. Tu n'as rien gâché. Tu m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé le premier, murmura Amara. Mais elle n'était pas sûre qu'il puisse encore l'entendre. La radio devint silencieuse. Amara la fixa un instant, puis tendit Lila à Amara et retourna en courant sous la tempête. Elle pouvait voir des lumières au loin, le navire des gardes-côtes fouillant les eaux tumultueuses. D'autres bateaux s'étaient joints à la recherche malgré les conditions dangereuses. Toute la communauté maritime cherchait Lucas. Amara se tenait sur le quai, la pluie trempant ses vêtements, le vent fouettant ses cheveux sur son visage, et elle pria plus fort qu'elle n'avait jamais prié de sa vie. Elle priait qui que ce soit qui puisse l'entendre pour que Lucas rentre à la maison sain et sauf. Elle priait pour avoir la chance de lui dire à quel point il comptait pour elle, à quel point elle était désolée de l'avoir repoussé, à quel point elle était prête à se battre pour leur amour, peu importe ce que les autres pensaient. Au loin, elle vit une lumière, un faible phare, perçant la tempête. Elle se rapprochait, et Amara retint son souffle alors que la forme d'un bateau devenait visible à travers la pluie et les embruns. C'était le navire des gardes-côtes, et il remorquait quelque chose derrière eux. Un voilier. Le voilier de Lucas. Amara courut vers les bateaux qui approchaient, le cœur dans la gorge. Était-il vivant? Était-il blessé? Elle ne pouvait pas voir clairement à travers la tempête, mais alors que les bateaux s'approchaient du quai, elle put distinguer une silhouette assise dans le navire des gardes-côtes. Lucas. Il était enveloppé dans une couverture, visiblement épuisé et probablement en hypothermie. Mais il était vivant. Il était vivant, et il rentrait à la maison. Dès que le bateau des gardes-côtes fut amarré au quai, Amara était là, se souciant peu du protocole ou de la sécurité. Lucas leva les yeux et la vit, et malgré son état d'épuisement, son visage s'illumina de soulagement et d'amour. Amara, dit-il d'une voix rauque. Idiot, dit-elle, se jetant dans ses bras malgré les protestations concernant les contrôles médicaux. Parfait idiot, ne me refais plus jamais une peur pareille. Lucas la serra fort, et Amara pouvait le sentir trembler de froid, d'épuisement, d'émotion. Je suis désolé, murmura-t-il contre ses cheveux. Je suis tellement désolé. Je ne supportais juste pas l'idée de te perdre. Tu ne vas pas me perdre, dit férocement Amara. Je me fiche de ce que pense Victoria ou de ce que pense la ville ou de ce que pense n'importe qui. Je ne vais nulle part. Nous allons mener cette bataille pour la garde ensemble, et nous allons gagner. Et nous allons construire la vie que nous voulons, peu importe ce que disent les autres. Lucas se recula pour la regarder, ses yeux bleus intenses malgré son épuisement. Tu es sûr? Parce que ça va être dur. Nathan et ses avocats ne vont pas abandonner facilement. Je suis sûr, dit Amara, sans hésitation. Je t'aime, Lucas Sterling, et j'ai fini d'avoir peur de ça. Alors que les ambulanciers examinaient Lucas et que Mara s'agitait autour de Lila,
Amara se tenait sur le quai, regardant la tempête commencer à se calmer. Le pire était passé, laissant l'air pur et frais de possibilités. Demain, ils affronteraient l'audience de garde. Demain, ils se tiendraient ensemble devant un juge et se battraient pour leur droit d'être une famille. Et quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, car certaines choses valaient la peine de se battre, et leur amour en faisait définitivement partie. Chapitre 7, la vérité dans la tempête. Parfois, il faut presque tout perdre pour réaliser que la vérité était là depuis le début, attendant que vous soyez assez courageux pour la revendiquer. La chambre d'hôpital était calme, à l'exception du bip régulier des moniteurs et du son doux de la pluie contre les fenêtres. Lucas était allongé dans le lit étroit, l'air pâle mais alerte, ses yeux bleus océan ne quittant jamais le visage d'Amara, assise à côté de lui, tenant Lila. Le bébé dormait paisiblement, inconscient du drame qui s'était déroulé quelques heures plus tôt. Le médecin dit que tu as de la chance, dit doucement Amara, tendant la main pour écarter une mèche de cheveux sombres du front de Lucas. Légère hypothermie, quelques contusions, mais rien de grave. Tu aurais pu mourir là-bas. Mais non, répliqua Lucas, attrapant sa main et la tenant contre sa joue. Je suis rentré auprès de toi. Ces mots simples serrèrent le cœur d'Amara d'émotion. Après des semaines à le repousser, à se convaincre qu'elle était mauvaise pour lui, l'entendre dire qu'elle était sa maison ressemblait à un miracle. Lucas, j'ai besoin de te dire quelque chose, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Laisse-moi parler en premier, dit-il, luttant pour se redresser dans le lit d'hôpital. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir là-bas sur l'eau, et il y a des choses que je dois dire. Amara hocha la tête, se réinstallant sur sa chaise avec Lila, toujours endormie dans ses bras. Quand j'ai pris le bateau aujourd'hui, je n'essayais pas de me faire du mal, dit Lucas, sa voix sincère. Je veux que tu le saches. J'avais besoin de réfléchir, de trouver comment me battre pour nous, sans empirer les choses pour toi. Mais la tempête est arrivée plus vite que prévu, et le temps que je réalise à quel point c'était dangereux, j'étais trop loin pour rentrer en toute sécurité. Tu m'as fait une peur bleue, murmura Amara. Quand Mara m'a dit que tu étais là-bas, j'ai cru. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Tu ne me perdras jamais, dit Lucas avec une telle conviction qu'Amara le crut presque. Amara, je t'aime. Pas seulement parce que tu es belle, pas seulement parce que tu as besoin de protection, mais parce que tu fais de moi un homme meilleur. Tu me donnes envie d'être digne de l'amour que tu donnes si librement. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Amara, mais elle n'essaya pas de les arrêter. Je t'aime aussi, tellement que ça me terrifie. Mais Lucas, Victoria avait raison sur certaines choses. Je te cause des problèmes. Les gens parlent, et tes relations d'affaires en souffrent. Arrête, interrompit doucement Lucas. Victoria avait tort sur tout ce qui compte. Oui, certaines personnes parlent. Oui, certains de mes soi-disant amis ont montré leur vrai visage. Mais tu sais ce que j'ai réalisé là-bas, dans la tempête? Je m'en fiche. Je me fiche de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, ou s'ils approuvent mes choix. Il lutta pour s'asseoir complètement, ses yeux intenses rencontrant les siens. Mes parents sont morts sans savoir à quel point je les aimais parce que j'étais trop fier pour dire les mots. Je ne referai pas cette erreur. Je t'aime, Amara Johnson. J'aime ta force, ton courage, ta dévotion féroce envers Lila. J'aime la façon dont tu organises mon chaos et la façon dont tu me fais rire. J'aime que tu me vois comme un homme, pas seulement comme un compte en banque. Mais l'audience de garde est demain, dit Amara, sa voix se brisant. Et si le juge pense? Point alors nous ferons face à ce que le juge pense, dit fermement Lucas. Ensemble. Mais je veux que tu saches autre chose. J'ai pris une décision. Le cœur d'Amara rata un battement. Quel genre de décision? Lucas attrapa quelque chose dans le tiroir de sa table de chevet et en sortit une petite boîte de velours. Le souffle d'Amara se coupa lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une superbe bague en diamant qui capta la lumière des néons de la chambre d'hôpital. Je l'ai achetée il y a 3 semaines, dit doucement Lucas, juste après la visite de Victoria, quand j'ai vu à quel point ces mots t'avaient blessé. J'allais attendre pour faire ma demande correctement, une fois que toutes ces histoires juridiques seraient réglées, mais le fait de presque mourir ce soir m'a fait réaliser qu'attendre le moment parfait est juste une autre façon d'avoir peur. Il prit la main libre d'Amara dans la sienne, son pouce caressant doucement ses jointures. Amara Johnson, veux-tu m'épouser? Pas parce que cela aiderait pour l'affaire de la garde, pas parce que cela résoudrait nos problèmes, mais parce que je t'aime de tout mon être,
et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Amara le regarda fixement, son esprit tourbillonnant. Une demande en mariage. Il lui faisait sa demande dans une chambre d'hôpital alors qu'elle tenait leur petite fille, tous deux ressemblant probablement à des rats noyés à cause de la tempête. Ce n'était rien comparé à la demande en mariage de conte de fées dont elle avait rêvé petite fille. C'était parfait. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, Lucas, oui, je veux t'épouser. Le sourire de Lucas fut radieux alors qu'il glissait la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite juste pour elle, ce qui, connaissant Lucas, était probablement le cas. « Comment connaissais-tu ma taille » demanda-t-elle, admirant la façon dont le diamant captait la lumière. « Il se peut que j'aie emprunté une de tes autres bagues et l'ai fait mesurer » admit Lucas avec un sourire penaud. « Mara m'a aidé. Elle est dans le coup depuis le début. » Amara rit malgré ses larmes. « Bien sûr qu'elle l'est. Cette femme ne manque rien. Elle veut aussi que je te dise que tu es une idiote de penser que tu n'es pas assez bien pour moi, dit Lucas, son expression redevenant sérieuse. Ses mots exacts étaient, cette fille est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Et si tu la laisses filer parce que tu es trop fier pour te battre pour elle, je te botterai les fesses moi-même. Et j'adore Mara, dit Amara, le pensant sincèrement. Elle t'aime aussi. Nous t'aimons tous. Moi, Mara, Sienna, même les gars de la marina. Tu fais partie de notre famille, Amara. Et les familles restent soudées, quoi qu'il arrive. Amara sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Même avec Nathan, elle avait toujours eu l'impression d'essayer de s'adapter à une vie qui ne lui convenait pas tout à fait. Mais avec Lucas, avec cette famille choisie de personnes qui se souciaient d'elle, elle se sentait vraiment chez elle pour la première fois de sa vie. À propos de demain, commença-t-elle. Mais Lucas secoua la tête. Demain, nous entrerons ensemble dans cette salle d'audience, dit-il fermement. Nous allons dire la vérité sur notre relation, sur l'abandon de Nathan, sur le genre de vie que nous voulons construire pour Lila. Et quelle que soit la décision du juge, nous y ferons face en famille. Mais et si? Pas de et si, interrompit Lucas. J'ai appris quelque chose d'important là-bas ce soir. La vie est imprévisible et parfois dangereuse. Mais le plus grand risque n'est pas de vivre audacieusement. Le plus grand risque est de laisser la peur vous empêcher de saisir le bonheur quand il est juste devant vous. Il tendit la main pour caresser la joue douce de Lila avec un doigt. Le bébé bougea légèrement mais ne se réveilla pas, sa petite main se refermant sur le doigt de Lucas dans son sommeil. « Regarde là, dit doucement Lucas. Elle n'a pas peur. Elle ne sait pas que certaines personnes pensent que sa mère n'est pas assez bien ou que son père l'a abandonnée ou que le monde peut être cruel et injuste. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est aimée, en sécurité et qu'on prend soin d'elle. C'est ce que nous allons lui donner, une vie où l'amour compte plus que ce que pensent les autres. » Amara baissa les yeux vers sa fille. Puis vers l'homme qui était entré dans leur vie comme un ange gardien et avait refusé de partir, même quand les choses se compliquaient. La bague à son doigt capta à nouveau la lumière, un symbole tangible de la promesse qu'ils se faisaient l'un à l'autre. « J'ai peur, admit-elle doucement. »« Moi aussi, dit Lucas. Mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité sans toi. » On frappa doucement à la porte. Mara passa la tête, son visage buriné se plissant de soulagement en voyant Lucas assis et alerte. « Comment te sens-tu, espèce d'imbécile imprudent » demanda-t-elle, entrant dans la pièce avec la familiarité de quelqu'un qui faisait partie de la famille depuis des décennies. « Mieux maintenant, dit Lucas, faisant un geste vers la main d'Amara reposant dans la sienne, le diamant scintillant à son doigt. Les yeux de Mara s'écarquillèrent. Puis son visage s'illumina d'un immense sourire. « Eh bien, il était temps. Je commençais à penser que tu ne trouverais jamais le courage de lui demander correctement. »« Tu savais qu'il allait me demander en mariage » demanda Amara. « Chérie, je l'ai aidé à choisir la bague, dit Mara en riant. Ce garçon la trimballe dans sa poche depuis des semaines, rassemblant son courage. Je lui ai dit qu'il ferait mieux de te le demander rapidement avant que tu ne reprennes tes esprits et ne t'enfuis avec quelqu'un qui te méritait. Je la mérite, dit doucement Lucas, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Amara. Peut-être pas avant, mais je vais passer chaque jour du reste de ma vie à gagner le droit de l'appeler mienne. Tu as sacrément intérêt, dit Mara avec approbation. Bon, le médecin dit que tu peux rentrer chez toi dans quelques heures si ta température reste stable. J'ai préparé le cottage pour toi, Amara.
Et j'ai pris la liberté d'appeler Sienna pour lui dire que tout le monde est en sécurité. Merci, dit Amara, se sentant submergée par la gentillesse de ces personnes qui l'avaient accueillie dans leur vie sans réserve. Pas besoin de me remercier, répliqua Amara. Nous sommes une famille maintenant. C'est ce que fait une famille. Alors que Mara s'éclipsait pour s'occuper des formalités de sortie, Amara et Lucas restèrent assis dans un silence confortable, regardant Lila dormir et assimilant tout ce qui s'était passé. La tempête passait enfin, laissant l'air pur et frais de possibilités. Demain apporterait l'audience de garde, et avec elle toute l'incertitude et le stress qu'il redoutait. Mais ce soir, dans cette chambre d'hôpital calme, Amara ne ressentait que de la paix. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, et cela faisait toute la différence du monde. Chapitre 8, se battre pour la famille. Certaines batailles se livrent dans les salles d'audience avec des mots comme armes, où l'enjeu ne se mesure pas en argent, mais en amour, en espoir et en l'avenir d'un enfant innocent. Les marches du palais de justice étaient glissantes de rosée matinale alors qu'Amara et Lucas s'approchaient de l'imposant bâtiment de briques qui déterminerait le sort de Lila. Amara serrait fermement la main de Lucas, la bague de fiançailles à son doigt captant la lumière précoce du soleil comme une lueur d'espoir. Lila était avec Mara, en sécurité loin du champ de bataille juridique qui les attendait à l'intérieur. « Souviens-toi, murmura Lucas alors qu'il montait les marches, nous disons la vérité, toute la vérité. L'abandon de Nathan, notre histoire d'amour, nos plans pour l'avenir. La vérité est de notre côté. » Amara hocha la tête, bien que son estomac soit noué. Elle portait sa plus belle robe, un fourreau bleu marine que Lucas avait insisté pour lui acheter, disant qu'elle avait besoin d'une armure pour cette bataille. Ses cheveux étaient relevés en un chignon professionnel, et elle s'était maquillée soigneusement pour cacher les ombres sous ses yeux d'une nuit blanche. À l'intérieur du palais de justice, ils furent dirigés vers la salle d'audience B des affaires familiales. Le cœur d'Amara se serra quand elle vit Nathan assis à la table du demandeur avec son avocate, une femme aux traits vifs dans un costume coûteux. Nathan s'était fait beau pour le tribunal, bien coiffé, portant ce qui ressemblait à un costume neuf, projetant une image de respectabilité qu'Amara savait être complètement fausse. À côté de lui était assise sa mère, Clara Carter, une femme à l'air aigri avec des cheveux gris acier et des yeux désapprobateurs. Elle regarda Amara avec un dédain non dissimulé, comme si elle était quelque chose de désagréable qu'elle avait trouvé sous sa chaussure. L'équipe juridique de Lucas était déjà assise à la table de la défense. 3 avocats qui semblaient compétents et déterminés. L'avocate principale, Rachel Torres, était une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et à la réputation de se battre avec acharnement pour ses clients. « Comment vous sentez-vous » demanda doucement Rachel alors qu'Amara et Lucas prenaient place. « Terrifié » admit Amara. « Bien » dit Rachel avec un léger sourire. « Cela signifie que vous comprenez ce qui est en jeu. Mais souvenez-vous, Nathan doit prouver que vous êtes une mère inapte. Tout ce que nous avons à faire, c'est de montrer que vous ne l'êtes pas. Et d'après ce que j'ai vu, ce ne sera pas difficile. » L'huissier demanda à tous de se lever alors que la juge Margaret Langley entrait dans la salle d'audience. C'était une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à l'expression qui ne laissait rien paraître. Amara avait fait des recherches approfondies sur elle. La juge Langley avait la réputation d'être juste mais dure, avec peu de patience pour les jeux ou la théâtralité. « Veuillez vous asseoir » dit la juge Langley en s'installant derrière son banc. « Nous sommes ici aujourd'hui pour une audience de garde d'urgence dans l'affaire Carter contre Johnson. J'ai examiné les dossiers préliminaires, et je dois dire que c'est un cas inhabituel. » L'avocate de Nathan se leva immédiatement. « Votre honneur, mon client demande la garde d'urgence de sa fille en raison de la situation de vie clairement inappropriée de la mère et de ses choix moraux qui créent un environnement instable pour l'enfant. » Et qu'est-ce qui constitue exactement une situation de vie inappropriée, Maître Pierce demanda la juge Langley, sont-on neutre? La défenderesse vit actuellement dans une situation de concubinage non mariée avec un homme qu'elle connaît depuis moins de 3 mois, votre honneur. Elle est passée directement de son domicile conjugal à sa résidence, ce qui soulève des questions sur son jugement et ses priorités. Amara sentit ses joues brûler d'embarras, mais Rachel Torres se leva calmement. Votre honneur, si je peux clarifier la chronologie et les circonstances. Faites, Maître Torres. Monsieur Carter a abandonné Madame Johnson pendant le travail actif, dit Rachel, sa voix portant clairement dans la salle d'audience. Il a quitté l'hôpital alors qu'elle donnait naissance à leur enfant et n'est jamais revenu. Il a vidé leur compte bancaire commun et a disparu pendant 2 mois, laissant une nouvelle mère sans soutien financier et sans communication.
Les sourcils de la juge Langlais se haussèrent légèrement. Est-ce exact, maître Pierce? L'avocate de Nathan parut mal à l'aise. Votre honneur, mon client admet qu'il a fait des erreurs. Il était dépassé par l'expérience de la naissance et avait besoin de temps pour digérer. Besoin de temps pour digérer, répéta platement la juge Langlais, pendant que sa femme était seule avec un nouveau-né et sans argent. Monsieur Carter a depuis reconnu ses erreurs et est prêt à assumer l'entière responsabilité. Maître Torres, interrompit la juge Langlais. Veuillez poursuivre votre chronologie. Merci, votre honneur. Madame Johnson a été forcée de chercher une aide d'urgence. Monsieur Sterling, qui avait aidé pendant l'accouchement lorsque Monsieur Carter l'avait abandonné, lui a offert un emploi et un logement. Leur relation s'est développée naturellement au fil du temps alors qu'ils travaillaient ensemble, et il aidait à prendre soin de l'enfant que Monsieur Carter avait abandonné. Je vois. Et Monsieur Sterling est présent aujourd'hui. Lucas se leva. Oui, votre honneur. La juge Langlais l'étudia un long moment. Monsieur Sterling, vous êtes conscient qu'il s'agit d'une audience de garde pour un enfant qui n'est pas biologiquement le vôtre? Oui, votre honneur. Mais avec respect, je ressens Lila comme ma fille. J'ai été présent à chaque étape importante que Monsieur Carter a manqué, premier sourire, premier rire, première nourriture solide. J'aime cette petite fille comme si elle était la mienne. Et Madame Johnson, comment caractérisez-vous votre relation avec elle? La voix de Lucas était stable et sûre. Je l'aime, votre honneur. Nous sommes fiancés et allons nous marier. Nous voulons construire une famille ensemble et donner à Lila le foyer stable et aimant qu'elle mérite. Un murmure parcourut la salle d'audience à l'annonce des fiançailles. Amara vit le visage de Nathan s'assombrir de colère. Quand ces fiançailles ont-elles eu lieu? Demanda la juge Langlais. La nuit dernière, votre honneur, répondit honnêtement Lucas. Après avoir failli mourir dans une tempête et réaliser que j'en avais assez d'attendre le moment parfait pour dire à la femme que j'aime ce que je ressens pour elle. L'avocate de Nathan se leva d'un bond. Votre honneur, ces fiançailles sont clairement une manipulation destinée à influencer cette procédure. Objection, dit calmement Rachel Torres. Spéculation et argumentatif. Accepté, dit la juge Langlais. Maître Pierce, si vous avez des preuves de manipulation, présentez-les. Sinon, passez à autre chose. La matinée se poursuivit avec les témoignages des deux côtés. Nathan prit la barre et se dépeignit comme un homme repenti, prêt à assumer ses responsabilités envers sa fille. Il affirma qu'Amara était passée à autre chose trop rapidement, que son jugement était compromis par sa relation avec Lucas. J'ai fait des erreurs, dit Nathan, regardant directement la juge. J'étais jeune et effrayé, et j'ai mal géré les choses. Mais je suis prêt maintenant à être le père dont Lila a besoin. Je peux offrir la stabilité, une structure familiale traditionnelle sans les complications de la situation actuelle de mon ex-femme. Lors du contre-interrogatoire, Rachel Torres fut impitoyable mais professionnelle. Monsieur Carter, vous avez témoigné que vous aviez peur pendant l'accouchement. Qu'est-ce qui vous effrayait spécifiquement? Le sang, le chaos, la possibilité que quelque chose tourne mal. Mais rien n'a mal tourné, n'est-ce pas? L'accouchement s'est déroulé normalement. Eh bien, oui, mais... Et plutôt que de rester pour soutenir votre femme, vous avez quitté l'hôpital entièrement. J'avais besoin d'air. Pendant 2 mois. Le visage de Nathan devint rouge. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Pendant que votre femme luttait seule avec un nouveau-né et sans argent? Je ne pensais pas clairement. Assez clairement pour vider le compte joint en quittant la ville. L'avocate de Nathan objecta, mais le mal était fait. Nathan paraissait capricieux et égoïste à la barre, ses excuses minces et peu convaincantes. Quand Amara prit la barre, ses mains tremblaient, mais sa voix était claire et forte. Elle raconta son histoire honnêtement, l'abandon de Nathan, son désespoir, la gentillesse inattendue de Lucas qui s'était transformée en amour. Madame Johnson, dit l'avocate de Nathan lors du contre-interrogatoire, n'est-il pas vrai que vous avez emménagé avec Monsieur Sterling quelques jours seulement après avoir accouché? J'ai emménagé dans le cottage sur sa propriété, corrigea Amara. Une résidence séparée. Il m'a offert un emploi et un logement alors que je n'avais nulle part où aller. Un emploi qui incluait commodément un logement? Un emploi qui me permettait de subvenir aux besoins de ma fille tout en me remettant de l'accouchement? Oui. Et vous avez commencé une relation amoureuse avec votre employeur très rapidement, n'est-ce pas?
Amara sentit la chaleur lui monter aux joues mais garda une voix stable. Notre relation s'est développée naturellement au fil du temps alors que nous travaillions ensemble. Et il a fait preuve de gentillesse envers moi et ma fille. La fille qu'il prétend maintenant aimer comme la sienne. La fille qu'il a aidé à élever pendant que son père biologique était absent, rétorqua Amara. La fille qui s'illumine quand elle le voit, qui tend les bras vers lui quand elle est contrariée, qui le connaît comme la seule figure paternelle qu'elle ait jamais eue. La juge décréta une brève suspension de séance. Dans le couloir, Amara s'effondra dans les bras de Lucas, émotionnellement épuisé par les témoignages du matin. « Tu t'en es très bien sorti », murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu as dit la vérité avec dignité et force. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Lorsque l'audience reprit, Rachel Torres appela plusieurs témoins de moralité. Sienna témoigna de la dévotion d'Amara en tant que mère et infirmière. Le docteur Ruiz de l'hôpital témoigna de l'abandon de Nathan pendant l'accouchement et de l'aide inattendue de Lucas. Mara témoigna avoir vu la relation d'Amara et Lucas se développer et avoir vu comment Lucas avait endossé le rôle de père pour Lila. Finalement, Rachel appela Lucas à témoigner de ses intentions et de son engagement. « Monsieur Sterling, demanda-t-elle. Quels sont vos plans concernant Lila si vous obtenez le droit d'aider à l'élever ? » « Nous voulons l'adopter légalement, dit Lucas sans hésitation. Nous voulons lui donner mon nom, assurer sa sécurité financière et lui offrir une famille stable et aimante. Nous voulons aussi d'autres enfants, pour que Lila ait des frères et sœurs. Et si votre relation avec Madame Johnson prenait fin ? Elle ne prendra pas fin, dit simplement Lucas. Mais hypothétiquement, je voudrais toujours avoir une relation avec Lila. Elle serait toujours ma fille, quelles que soient les circonstances. La juge Langlais parut pensive alors que les témoignages se concluaient. Je vais suspendre brièvement l'audience pour examiner mes notes avant de rendre ma décision. L'attente parut éternelle. Amara arpentait le couloir du palais de justice, le bras de Lucas autour de ses épaules, tous deux trop nerveux pour rester assis. Finalement, ils furent rappelés dans la salle d'audience. La juge Langlais parut grave en s'adressant à l'Assemblée. Cette affaire a présenté des circonstances uniques. Nous avons un père qui admet avoir abandonné son enfant à la naissance et être resté absent pendant 2 mois, et une mère qui a noué une nouvelle relation durant une période de vulnérabilité. Le cœur d'Amara battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Cependant, poursuivit la juge Langlais, les preuves montrent clairement que M. Carter a volontairement abandonné ses responsabilités parentales à un moment crucial, tandis que M. Sterling est intervenu pour offrir stabilité et soutien. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le facteur déterminant ici. Elle regarda Nathan droit dans les yeux. Monsieur Carter, vos actions pendant et après la naissance de votre fille démontrent un schéma inquiétant d'abandon des responsabilités face au stress. Bien que vous prétendiez être repenti, vous n'avez fourni aucune preuve de changement soutenu ou d'engagement. Puis elle se tourna vers Amara et Lucas. Mademoiselle Johnson, bien que la chronologie de votre relation puisse en faire sourciller certains, les preuves montrent que vous avez constamment fait passer les besoins de votre fille en premier. L'engagement de M. Sterling envers vous et l'enfant paraît authentique et soutenu. Amara retint son souffle. Par conséquent, dit la juge Langlais, je rejette la demande de garde d'urgence de M. Carter. L'enfant restera avec sa mère. Cependant, j'accorde à M. Carter un droit de visite supervisé, conditionné à sa participation à des cours de parentalité et à un suivi psychologique. Amara faillit s'effondrer de soulagement. Le bras de Lucas se resserra autour d'elle tandis que le visage de Nathan s'assombrit de fureur. De plus, continua la juge Langlais, je recommande que les services sociaux effectuent une visite de suivi dans 6 mois pour s'assurer du bien-être continu de l'enfant. La séance est levée. Au son du marteau, Amara eut l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des semaines. Ils avaient gagné. Lila était en sécurité. Leur famille était protégée. Nathan sortit en trombe sans un mot, sa mère le suivant, lançant un regard venimeux à Amara. Mais Amara s'en moquait. Elle était trop occupée, blottie dans l'étreinte de Lucas, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « On a réussi », murmura-t-elle contre sa poitrine. « On a vraiment réussi. Nous sommes une famille, dit Lucas, la voix chargée d'émotion. Légalement. Officiellement. Complètement. Plus rien ne peut nous séparer maintenant. » Et tandis qu'il sortait du palais de justice main dans la main, Amara sut qu'il avait raison. Ils s'étaient battus pour leur amour et avaient gagné. L'avenir s'étendait devant eux, radieux et plein de promesses. Chapitre 9.
Le prix de l'amour. La victoire a un goût sucré, jusqu'à ce qu'on réalise que la guerre n'est pas finie. Et parfois, la bataille la plus dure est celle que l'on mène contre ses propres peurs. 6 mois avaient passé depuis l'audience pour la garde, et Amara aurait dû être la femme la plus heureuse du monde. La visite des services sociaux s'était parfaitement déroulée. Lila s'épanouissait, manifestement attachée à Amara comme à Lucas, et vivait dans un environnement stable et aimant. Les visites supervisées de Nathan avaient été sporadiques, au mieux. Il n'avait suivi que la moitié de ses cours de parentalité obligatoires avant de disparaître à nouveau. Cette fois, apparemment pour de bon. Amara et Lucas planifiaient leur mariage pour le printemps, une petite cérémonie dans le jardin surplombant le port. Lila marchait maintenant à 4 pattes, se hissait sur les meubles et avait pris l'habitude d'appeler Lucas « papa ». Au grand plaisir de ce dernier, et à l'étonnement d'Amara, leur vie commune était tout ce dont elle avait rêvé, et plus encore. Alors pourquoi avait-elle l'impression de retenir son souffle, d'attendre que quelque chose de terrible se produise? La réponse vint un triste matin de décembre, alors qu'Amara se tenait à la fenêtre du cottage, regardant Lucas jouer avec Lila dans le salon. À 9 mois, Lila gloussait pendant que Lucas lui faisait des grimaces, ses petites mains potelées tentant d'attraper son nez. Cette scène aurait dû remplir Amara de joie, mais au lieu de cela, elle sentit cette oppression familière dans sa poitrine. « Tu recommences » dit Sienna derrière elle. L'ami d'Amara était passé pour leur café hebdomadaire, une tradition qui avait aidé Amara à garder les pieds sur terre durant le chaos de l'année écoulée. « Recommence quoi » demanda Amara, bien qu'elle sût exactement ce que Sienna voulait dire. « Te refermer, créer de la distance. Je le vois dans tes yeux, ma belle. Tu as de nouveau peur. » Amara soupira et se détourna de la fenêtre. « Je n'ai pas peur. Je suis juste réaliste. » Réaliste sur quoi? Sur la durée de tout ça? Sur le fait que tu mérites ou non tout ce bonheur? Sur ta capacité à être assez pour lui? Sienna posa sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Amara Johnson, tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Tu as un homme qui t'aime éperdument, une fille qui vous adore tous les deux, une maison magnifique et un avenir radieux. De quoi as-tu besoin de plus pour te convaincre que tu mérites tout ça? C'est trop beau pour être vrai, dit Amara doucement. Ce genre de choses n'arrive pas aux gens comme moi. J'attends toujours que le coup près tombe, que Lucas réalise qu'il peut avoir mieux, que quelque chose tourne mal. Et si rien ne va de travers? Et si c'était juste ta vie, maintenant? Et si tu avais le droit d'être heureuse? Amara ne répondit pas, car honnêtement, elle n'en savait rien. Elle avait été pauvre, abandonnée, méprisée pendant si longtemps qu'accepter l'amour et la sécurité lui semblaient presque contre nature. Une partie d'elle s'attendait à se réveiller et à découvrir que tout cela n'avait été qu'un rêve. « Je crois que j'ai besoin d'espace, » dit Amara soudainement. « De temps pour réfléchir. Pour savoir si je suis vraiment prête pour tout ça. » Sienna la dévisagea, incrédule. « De l'espace? Amara? Tu te maries dans 4 mois. Vous planifiez une vie ensemble. Ce n'est pas le moment de prendre de l'espace. C'est peut-être ça le problème, dit Amara, sa voix à peine un murmure. Peut-être que je me suis précipitée parce que j'étais reconnaissante, parce que j'avais besoin d'être sauvée, et non parce que j'étais vraiment prête pour l'éternité. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Est-ce qu'il t'aime? Oui. Est-ce qu'il te traite bien? Te respecte? Te donne le sentiment d'être précieuse et chérie? Oui. Mais là n'est pas la question. C'est exactement la question. Le ton de Sienna monta, faisant se retourner Lucas, qui jouait avec Lila. Tu es en train de saboter ton propre bonheur parce que tu penses ne pas le mériter. Et tu sais quoi? Si tu continues comme ça, tu vas perdre la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Amara vit Lucas s'approcher, Lila dans les bras, l'air inquiet. Tout va bien, par ici? Vous avez l'air assez tendu. Tout va bien, dit rapidement Amara. Mais le regard intuitif de Lucas lui indiqua qu'il n'en croyait rien. Amara, demanda-t-il doucement, qu'est-ce qui ne va pas? En plongeant son regard dans ses yeux bleus, en y voyant l'amour et l'inquiétude, Amara sentit sa résolution s'effondrer. Je crois qu'on devrait reporter le mariage. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme l'écho d'une explosion. Lucas devint immobile, et même Lila sembla sentir la tension, ses joyeux babillages s'arrêtant net.
Le reporter demanda Lucas, choisissant ses mots avec soin. Pourquoi? Je pense juste qu'on va peut-être trop vite. On ne se connaît que depuis 8 mois, et il s'est passé tellement de choses. La bataille pour la garde, j'ai failli te perdre dans la tempête, tout ce stress. On devrait peut-être prendre du temps pour être sûr que c'est vraiment ce que nous voulons tous les deux. Lucas resta silencieux un long moment, son visage impénétrable. Puis il tendit Lila à Sienna, qui prit le bébé avec une réticence évidente. Je pense que Sienna et Lila devraient aller faire une promenade pendant que nous parlons, dit-il calmement. Sienna lança à Amara un regard qui disait clairement, tu fais une énorme erreur. Mais elle rassembla les affaires de Lila et partit sans discuter. Une fois seul, Lucas se tourna pour faire face à Amara. De quoi s'agit-il vraiment? Je te l'ai dit. Non, tu m'as dit ce que tu penses que je veux entendre. Maintenant, dis-moi la vérité. As-tu des doutes sur le fait de m'épouser? Amara se laissa tomber sur une des chaises de la cuisine, soudainement épuisée. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Comme si je jouais à la poupée dans un conte de fées qui va se terminer d'une minute à l'autre. Lucas s'assit en face d'elle, l'air sérieux mais patient. Amara, tu te souviens de ce que tu m'as dit la nuit où j'ai failli mourir dans la tempête? Je t'ai dit beaucoup de choses cette nuit-là. Tu m'as dit que tu te fichais de ce que les autres pensaient. Tu as dit que tu voulais juste que je rentre à la maison. Tu as dit que tu en avais fini d'avoir peur. Amara sentit des larmes lui piquer les yeux. J'ai peut-être parlé trop vite. Ou peut-être que tu pensais chaque mot. Et que la peur essaie de te dissuader de la meilleure décision que tu aies jamais prise. Il tendit la main par-dessus la table et prit les siennes. Amara, j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Je t'aime. Pas parce que tu as besoin d'être sauvée. Pas parce que j'ai pitié de toi. Pas parce que c'est pratique ou que tu es reconnaissante. Je t'aime parce que tu es courageuse, forte et belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aime la façon dont tu fais passer Lila avant tout. J'aime comment tu organises mon chaos et transformes ma maison en foyer. J'aime que tu me pousses à être meilleur que je ne l'étais. Mais et si? Pas de mais si, dit Lucas fermement. J'ai appris cette leçon dans la tempête. Et si le ciel nous tombait sur la tête? Et si l'océan se mettait à bouillir? Et si les extraterrestres nous envahissaient? On ne peut pas vivre nos vies en se préparant à des désastres qui n'arriveront peut-être jamais. Amara baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur la bague de fiançailles qui était devenue une telle partie d'elle qu'elle ne la remarquait presque plus. J'ai peur, admit-elle d'une petite voix. Je sais. J'ai peur aussi. Le mariage est effrayant. L'amour est effrayant. Mais tu sais ce qui est plus effrayant? Vivre sans. Traverser la vie en jouant la sécurité, sans jamais prendre de risques, sans jamais s'autoriser à être vraiment heureux parce qu'on a peur que ça ne dure pas. Il leva une main pour lui caresser la joue, son pouce essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Amara, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas la femme que Nathan a abandonnée. Tu n'es pas les erreurs que d'autres ont commises ou la douleur qu'ils t'ont causée. Tu es la femme qui a mis au monde une magnifique fille avec courage et grâce. Tu es la femme qui a donné sa chance à un étranger qui lui offrait de l'espoir. Tu es la femme dont je suis tombé amoureux, et je n'arrêterai jamais de t'aimer. Comment peux-tu en être si sûr, murmura Amara. Parce que je sais à quoi ressemble la vie sans toi, et je ne veux jamais y retourner. Parce que quand je te regarde tenir Lila, je vois notre avenir. Parce que quand tu me souris à la table du petit déjeuner, j'ai l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Parce que tu n'es pas seulement la femme que je veux épouser, tu es la femme que je choisis d'aimer, chaque jour, pour le reste de ma vie. Amara sentit quelque chose basculer dans sa poitrine, comme une porte s'ouvrant pour laisser entrer la lumière. Elle s'était tellement concentrée sur la question de savoir si elle méritait cet amour qu'elle en avait oublié la question la plus importante, le désirait-elle? Et la réponse était oui. Mon Dieu, oui. Elle voulait cette vie, cet homme, cette famille qu'ils avaient construite ensemble. Elle voulait l'éternité avec Lucas. Voulait voir Lila grandir avec un père qui l'adorait. Voulait leur donner à tous les deux des frères et sœurs et construire quelque chose de beau et de durable. Je suis désolée, dit-elle, de nouvelles larmes coulant sur son visage. Je suis désolée d'avoir eu peur. Je suis désolée d'avoir failli tout gâcher parce que j'avais trop peur de croire que je pouvais l'avoir. Tu n'as rien gâché, dit Lucas en la prenant dans ses bras. Tu es humaine.
Tu as été blessé, et tu te protèges de la seule façon que tu connaisses. Je comprends ça. Je ne veux pas reporter le mariage, dit Amara contre sa poitrine. Je veux t'épouser. Je veux être ta femme et la mère de Lila, et construire une vie ensemble si pleine d'amour qu'elle compensera toutes les années de solitude qui l'ont précédée. Tu es sûr, demanda Lucas en se reculant pour la regarder. Parce que j'ai besoin que tu sois sûre, Amara. Pas seulement pleine d'espoir, ou reconnaissante, ou emportée par le moment. J'ai besoin que tu sois absolument certaine que c'est ce que tu veux. Amara plongea son regard dans ses yeux bleus océan qui avaient été son encre dans tant de moments difficiles, et sentit la paix l'envahir comme une couverture chaude. J'en suis sûre, dit-elle sans hésitation. Je t'aime, Lucas Sterling. Je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Le sourire de Lucas était radieux alors qu'il se penchait pour l'embrasser, versant tout son amour, son soulagement et sa joie dans leur étreinte. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. Plus de doute, demanda-t-il. Plus de doute, confirma Amara. Du moins, pas à ce sujet. Pas à propos de nous. Je pourrais encore m'inquiéter pour d'autres choses. Pour savoir si je suis une bonne mère, si je vais brûler le dîner, si Lila aimera sa robe de mariée. Mais pas sur le fait de vouloir t'épouser. Jamais à ce sujet. Bien, dit Lucas en l'embrassant à nouveau. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Il se pourrait que j'ai déjà envoyé les faire-part de mariage. Amara le dévisagea. Tu? Quoi? Bon, techniquement, c'est Mara qui les a envoyés. Mais je me suis dit que si tu devais changer d'avis, tu le ferais avant l'étape de l'impression. Alors j'ai pris les devants et je les ai postés hier. Lucas Sterling, tu es le plus présomptueux, arrogant. Confiant, corrigea Théil avec un sourire. Je préfère confiant. J'étais confiant que la femme dont je suis tombé amoureux ne laisserait pas la peur gagner. Et j'avais raison. Amara commença à rire, et une fois partie, elle ne put s'arrêter. Elle avait été là, à s'angoisser à l'idée de reporter leur mariage, et lui avait déjà envoyé les invitations. C'était si typiquement Lucas, pratique, optimiste et absolument certain de leur amour. Je t'aime, dit-elle, quand elle reprit enfin son souffle, même quand tu prends des décisions majeures sans me consulter. Je t'aime aussi, répondit Lucas, même quand tu tentes de saboter notre bonheur parce que tu penses ne pas le mériter. Tandis qu'ils se serraient l'un contre l'autre dans la cuisine du cottage, Amara sentit ses dernières peurs s'évanouir. Elle avait fini de fuir l'amour, fini de se demander si elle méritait le bonheur. Elle était prête à revendiquer la vie qu'ils avaient bâtie ensemble, prête à marcher jusqu'à l'autel et à promettre l'éternité à Lucas, prête à être l'épouse, la mère et la femme qu'elle était censée être. Le mariage était dans 4 mois, et Amara avait hâte. Chapitre 10. La tempête parfaite de l'amour. Parfois, les plus beaux moments surviennent après que toutes les tempêtes sont passées, et l'on réalise que l'amour ne consiste pas seulement à survivre à l'obscurité, mais à choisir de danser dans la lumière. Le phare se dressait tel une sentinelle sous le ciel d'avril, ses murs blancs brillant sous le soleil de fin d'après-midi. Amara avait transformé la structure historique en quelque chose de magique. Des guirlandes lumineuses scintillaient à chaque fenêtre, des roses blanches tombaient en cascade le long des murs incurvés, et la lumière dorée semblait bénir tout ce qu'elle touchait. Cela faisait exactement 1 an que la tempête avait failli emporter Lucas, et elle ne pouvait imaginer un endroit plus parfait pour devenir sa femme. Tu es radieuse, murmura Sienna, ajustant une dernière fois la robe d'Amara. La soie ivoire tombait comme de l'eau, avec de délicates manches en dentelle qui attrapaient le faisceau du phare. De minuscules fleurs blanches couronnaient ses cheveux sombres, et la bague en diamant scintillait comme une étoile capturée. Je ne peux pas m'arrêter de sourire, admit Amara, son reflet rayonnant de joie. Sienna apparut avec Lila, qui ressemblait à un petit ange dans sa robe blanche et sa couronne de fleurs. L'homme en bas va finir par creuser un trou dans le quai à force de faire les 100 pas. Je crois qu'il est plus nerveux que toi. Amara s'approcha de la fenêtre du phare. En bas, les invités remplissaient le jardin, leur famille de cœur composée de 50 âmes qui les avaient soutenus à travers chaque tempête. Et là, au bord du port, se tenait Lucas dans son costume anthracite, passant les mains dans ses cheveux sombres, l'air terriblement séduisant et complètement terrifié. Il a peur que je change d'avis, dit Amara doucement. Et c'est le cas, la taquina Sienna. Jamais. C'est mon éternité. On frappa doucement à la porte. Docteur? Ruiz passa la tête en souriant.
Le marié m'envoie. Il a besoin de confirmation que vous comptez toujours l'épouser. Dites-lui, dit Amara, sa voix forte et certaine, que je suis prête depuis le moment où il a dit que j'étais sienne. L'escalier en colimaçon semblait luire tandis qu'elle descendait, la robe d'Amara chuchotant contre la pierre ancienne. En bas, Amara attendit, des larmes brillant dans ses yeux. Prête, ma chère? Amara hocha la tête, et la porte du phare s'ouvrit. Le jardin était devenu un royaume enchanté. Des pétales de rose tapissaient l'allée, des guirlandes lumineuses dansaient entre les arbres, et une arche de fleurs blanches encadrait l'autel où Lucas attendait. La mélodie du quatuor à cordes flottait sur la brise du port comme une prière. Toutes les têtes se tournèrent, mais Amara ne voyait que Lucas. Il resta figé, ses yeux bleus océan écarquillés d'émerveillement, comme s'il assistait à un miracle. Quand leurs regards se croisèrent, son visage se transforma avec un amour si brut que plusieurs invités eurent un hoquet audible. Ses lèvres remuèrent en silence. Magnifique. Amara commença sa marche vers l'éternité. Chaque pas semblait sacré, chaque respiration une promesse. À mi-chemin de l'allée, Lila tendit les bras vers elle avec un « maman » ravi, et les invités rirent doucement quand Amara s'arrêta pour embrasser la joue de sa fille. À l'autel, Lucas fit un pas en avant, les mains tremblantes, pour prendre les siennes. « Salut » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Salut » répondit-elle, incapable de contenir son sourire radieux. « J'étais terrifié à l'idée que tu réalises que tu pouvais avoir mieux. »« Impossible » dit Amara fermement. « Tu es mon choix. Aujourd'hui, demain, et pour toujours. » La voix du célébrant se fit entendre par-dessus la brise du port. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de quelque chose de rare, un amour qui a résisté à toutes les tempêtes et en est sorti plus fort. » Lucas et Amara ont choisi d'écrire leurs propres vœux. La main de Lucas tremblait tandis qu'il dépliait son papier. Puis il leva les yeux et laissa le papier s'envoler dans la brise. « Je n'ai pas besoin de notes pour ça. » Il prit ses mains, sa voix portant jusqu'au fond du jardin. « Amara, il y a un an, je suis entré dans une chambre d'hôpital et j'y ai trouvé mon monde entier. Tu donnais la vie avec un courage si féroce que j'ai su instantanément que cette femme pouvait m'apprendre à vivre vraiment. » Des larmes glissèrent sur les joues d'Amara tandis qu'il continuait. « Quand j'ai dit que tu étais mienne cette nuit-là, je pensais te protéger. Je n'avais aucune idée que c'était toi qui me sauvais. Tu m'as montré que l'amour ne se résume pas aux beaux moments. Il s'agit de se choisir l'un l'autre quand tout s'effondre, de se battre l'un pour l'autre quand le monde dit que nous n'avons pas notre place. » Sa voix se brisa sous l'émotion. « Je promets de t'aimer à travers chaque tempête à venir. Je promets d'être ton havre de paix quand tu auras besoin d'un abri, ton phare quand tu perdras ton chemin. Je promets d'être le père que Lila mérite et le partenaire sur lequel tu peux compter. Tu es mienne, Amara Johnson, et je suis à jamais, complètement, joyeusement à toi. » Le faisceau du phare les balaya comme une bénédiction, et Amara sentit l'univers lui-même être témoin de leur amour. « Lucas, commença-t-elle, sa voix claire comme des clochettes de cristal. Tu m'as sauvé avant même que je sache que j'avais besoin de l'être. Tu es resté quand rester était difficile, tu as aimé quand aimer était risqué, tu t'es battu quand le combat semblait impossible. » Elle serra ses mains, puisant sa force dans son regard inébranlable. « Tu ne m'as pas seulement donné un foyer. Tu m'as donné l'espoir que les îles vécurent heureux n'existent pas que dans les contes de fées. Tu as prouvé que les cœurs brisés peuvent guérir et devenir plus forts, que l'amour peut conquérir la peur, que parfois la tempête apporte exactement ce dont on a besoin. » La voix d'Amara s'éleva avec conviction. « Je promets de t'aimer de tout mon être, d'être ta partenaire dans les rêves et ton réconfort dans le chagrin, de donner à Lila la famille qu'elle mérite, et de construire avec toi un amour si fort qu'il en deviendra légendaire. Tu m'as vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même, Lucas Sterling, et je te choisis aujourd'hui, demain, et pour tous nos lendemains. » Les yeux du célébrant brillaient de larmes. Les alliances. Amara s'avança, les mains tremblantes, tandis que Lucas levait l'alliance d'Amara. « Avec cet anneau, dit-il en le faisant glisser à son doigt, je te reçois comme mienne, pour toujours. » Amara prit son alliance, ses mains soudainement stables. « Avec cet anneau, murmura-t-elle, je te donne mon cœur, ma vie, mon tout. » Le célébrant leva les bras au ciel. « Par le pouvoir de l'amour qui vous a réunis, et la foi qui vous gardera fort, je vous déclare mari et femme. » Il adressa un large sourire à Lucas. « Maintenant, embrassez la mariée avant qu'elle ne change d'avis. » Lucas prit le visage d'Amara entre ses mains avec une infinie tendresse, ses pouces essuyant ses larmes de joie.
Madame Sterling, souffla Théil. Pour toujours, murmura-t-elle en retour. Leur baiser contenait tout, la promesse et la passion, le passé et l'avenir, la tempête et le soleil, tout cela enveloppé en un moment parfait. Les invités éclatèrent en célébration, mais Amara n'entendait que son cœur qui chantait le nom de Lucas. Quand ils se séparèrent, Sienna était là avec Lila, qui battait des mains de plaisir. Lucas souleva sa fille, et pour un instant éblouissant, ils se tinrent tous les trois, baignés dans l'or du phare, une famille complète. La réception tourbillonnait autour d'eux comme un rêve magnifique. Mais alors que le soleil se couchait et que les étoiles apparaissaient, Amara et Lucas se retrouvèrent seuls sur le balcon du phare, Lila endormie paisiblement dans les bras de Lucas. Des regrets, Madame Sterling, demanda-t-il doucement. Amara regarda le port où leur histoire d'amour avait commencé, puis leva les yeux vers le faisceau du phare qui balayait leur nouvelle vie d'un air protecteur. Un seul, dit-elle avec un sourire mystérieux. Le visage de Lucas s'assombrit d'inquiétude. Lequel? Amara se hissa sur la pointe des pieds, se pressant contre lui pour lui murmurer à l'oreille les mots qui résonneraient à jamais dans son cœur. Je regrette de ne pouvoir t'épouser qu'une seule fois dans cette vie. Et tandis que le faisceau du phare les enveloppait une dernière fois, Lucas renversa la tête et rit d'une joie pure, sachant que si certaines tempêtes détruisent tout sur leur passage, d'autres, les plus magiques, vous apportent exactement l'amour que vous étiez destiné à trouver.